Alors, pour la prochaine heure, 70 minutes, on va aborder les leçons des crises précédentes et surtout, les pistes de solutions qui s'offrent au gouvernement pour faire face à l'addition des crises qui frappent les populations, surtout les populations vulnérables. Il va être question, bien sûr, de logement, d'alimentation, de la crise des dettes personnelles. Je vais vous dire que durant le panel, si on n'aborde pas directement la question d'itinérance, elle va être en filigrane de tout ce qu'on va se dire. Rappelez-vous ce que Georges Oana de la mission Le Brewery nous disait ce matin, qu'il fallait travailler en amont. Alors ça, c'est le panel en amont, si vous voulez. Et pour en parler avec moi, Julia Posca, qui est chercheuse à l'Institut de recherche et d'information socio-économique, l'IRIS, Antoine Genet-Grégoire, professeur et chercheur à la chaire de recherche en fiscalité et finances publiques de l'École de gestion de l'Université de Sherbrooke, Maude Pugliese, professeur à l'Institut national de la recherche scientifique et titulaire à la chaire de recherche du Canada en expérience financière des familles et inégalités du patrimoine, et Geoffroy Boucher, économiste à l'Observatoire québécois des inégalités. Mais avant d'affronter le présent, on va jeter un petit coup d'œil, si vous le voulez, dans le rétroviseur. On a d'ailleurs commencé à le faire avec certains conférenciers. Moi, j'ai vu des... Vous me corrigerez, là, parce que là, les journalistes, on leur fait moins confiance maintenant, là, avec tout ce qu'on s'est dit. J'ai vu que pour la COVID, j'ai vu le chiffre hallucinant de plus de 200 milliards de dollars investis par les gouvernements. Dans les différents programmes qui ont été instaurés. Les chercheurs qui regardent ça nous disent qu'il fallait le faire. Bon, on a dit aux gens, restez à la maison, donc il fallait faire un certain nombre de choses, c'était très, très, très important. Antoine, vous nous avez dit, parce qu'on a préparé tout ça, évidemment, ensemble, sinon je ne m'en serais jamais sorti, vous nous avez dit, le gouvernement ne savait pas, ou les gouvernements ne savaient pas où ils allaient. Pouvez-vous nous expliquer ça? Manquait de données. C'est sûr qu'au début de la pandémie, personne ne savait où on allait. Mais particulièrement dans le cas des gouvernements, dans ce qui concerne toute la protection sociale, là, qui est 200 milliards et beaucoup, qui tourne presque exclusivement autour de deux programmes, là, la PCE et la subvention salariale. Donc, c'est une longue liste là, que mon collègue François a montré tantôt, mais finalement, les dollars ne sont pas dispersés partout là-dedans. Si d'ailleurs on a ces deux programmes-là, c'est parce que le gouvernement avait une vue très incomplète de juste carrément où sont les gens. Donc, si vous ne le savez pas, le gouvernement fédéral ne sait pas vraiment où est-ce que vous êtes. Ils ont de l'information si vous êtes prestataire de quelque chose, mais si vous n'êtes pas prestataire de quelque chose, parce que pour l'instant, vous n'en aviez pas besoin, ils ne savent pas vraiment où est-ce que vous êtes. Ils savent où est-ce que vous avez fait votre dernière déclaration d'impôt, mais ce n'est pas obligé d'être vraiment là où vous habitez. Donc, le gouvernement ne savait pas vraiment où étaient les gens, ne savait pas vraiment précisément qui était en train, dans beaucoup de cas, de perdre son emploi. Et donc, on naviguait essentiellement à vue et en plus, on avait, disons, des systèmes gouvernementaux qui eux-mêmes, non seulement n'étaient pas remplis de beaucoup de données, mais en plus, qui étaient en train de craquer de partout. Donc, on a beaucoup parlé, la PCU, c'est une patch. La TCU, c'est une patch à l'assurance-emploi parce que les ordinateurs de l'assurance-emploi n'étaient plus capables de fournir à la demande carrément. Et donc, quand on parle de vulnérabilité, disons, rapide, à court terme, on a bien vu que non seulement les provinces n'avaient pas l'équipement point, et même l'équipement qu'on pensait pouvoir avoir au gouvernement fédéral leur donnait une vision extrêmement incomplète de tout ce qui pouvait se passer. Puis là, je vous parle de l'emploi, qui est l'endroit où quand même où on concentre la protection sociale, avec tous les désavantages que ça présente, mais même dans les domaines où on est censé être bon, on n'était pas très bon, on ne sait pas où les gens habitent, on ne sait pas quel genre de logement ils habitent, on n'a presque aucune idée sur leur consommation. Donc, on a parlé de la mesure du panier de consommation. Ça s'est bâti sur un petit échantillon. On ne sait pas ce que les gens achètent. On ne sait pas très bien ce que les gens ont dans leur compte de banque. Et puis, on ne sait pas vraiment où est-ce qu'ils sont. Donc, si leurs employeurs les lâchent, ça, on nous le dit. Mais à part ça, on ne sait vraiment pas des tonnes de choses. On sait leurs revenus habituellement l'année d'avant. Mais il faut se rappeler, pendant la pandémie, on n'avait pas fait nos déclarations d'impôts encore. C'était juste avant la saison des impôts. Et donc, essentiellement, on savait où étaient les gens, quels revenus ils avaient 2 ans avant. Donc, très clairement, pour le gouvernement fédéral qui a pris le gros de la réponse, on naviguait absolument à vue. Antoine, vous avez dit, quand on s'en est parlé, vous avez employé une expression, bon, je ne l'ai pas saisie, là, je vous ai demandé de me trouver des exemples. Vous avez dit, ça prendrait pour ce genre de situation-là des programmes normés déployables facilement.
Qu'est-ce que ça veut dire? Avez-vous des exemples de ça? On l'a vu plus tard avec la COVID, puis on l'a vu aussi par la crise du coût de la vie, c'est-à-dire que habituellement, ce qu'on fait, c'est qu'on prend nos programmes existants, puis on les grossit. Donc, dans la liste des choses qu'on a fait pendant la COVID, on a redonné un versement d'allocation canadienne pour enfants, on a redonné des versements du crédit TPS, on a redonné des versements de pension de sécurité de vieillesse. Donc, il y a un avantage, parce que dans ces cas-là, en théorie, les gens sont toujours à la même place. Leur situation n'a idéalement pas trop changé. Donc, on est capable de s'appuyer sur des programmes qui existaient déjà. On l'a vu tout à l'heure, là, le montant pour l'épicerie du gouvernement fédéral, là, celui pour l'inflation, mais pas celui juste avant Noël qui n'a pas eu lieu, le précédent, là, c'est absolument une bonification du crédit TPS. On lui a donné un nom, le fun, là, mais c'est absolument le régime de crédit d'impôt remboursable qui est notre principal, disons, transfert quasi universel administré par le gouvernement fédéral. Il suffirait qu'on arrête de dire qu'il ne sert qu'à compenser pour la TPS, là, ce qu'il fait, c'est pas la seule chose qu'il fait, mais ce genre de programme-là, ils peuvent être élargis, ils peuvent servir à d'autres choses. On pourrait les moduler pour d'autres raisons que juste il y a un choc de coût de la vie. Ici, on avait une info un peu plus à jour sur les gens qui en bénéficient. On pourrait aussi imaginer le régionaliser, le cibler en fonction de l'âge, le cibler en fonction de l'industrie. Par exemple, si soudainement des industries étaient sur le point d'être décimées par notre principal partenaire commercial, ça pourrait être pertinent pour nous de s'appuyer sur les mesures qui existent et essayer de diriger des fonds. Puis là, je vous parle vraiment de réponses court terme. Ce qu'on a essayé de faire pendant la COVID, mais qu'on s'est créé un dédale de gestion administrative subséquente en disant on va contrôler presque rien et après ça, on verra comment ça marche. Puis évidemment, non seulement c'est un désastre pour le gouvernement, mais c'est aussi un désastre pour les gens qui avaient besoin d'aide et après ça, ne savaient pas si on allait la leur reprendre par la suite. Donc ça, c'est la politique en plein vol, là, c'est idéalement pas ça qu'on voudrait faire à l'avenir quand on est frappé par d'autres crises. Maude, vous avez dit, on s'entend que des choses devaient être faites. On s'entend là-dessus, c'est la base, il fallait, effectivement, on a dit au début, restez chez vous, donc il fallait faire un certain nombre de choses. Mais là, je vais vous citer. Vous avez dit, il y avait des mesures un peu niaiseuses qui ont entraîné une perte d'investissement public qui aurait pu être drôlement utile pour des effets structuraux. Je ne savais pas que j'allais citer comme ça dans une conversation privée. Je suis plus nuancée que ça, d'habitude. Non. Ce à quoi je fais, dans cette conversation-là, je pense quand on l'a eu, ce dont on parlait, ce que moi j'ai trouvé quand même un peu déplorable, c'était moins effectivement la PCU, je pense qu'Antoine l'a bien expliqué, un peu l'urgence, les problèmes, mais c'est quand, à la suite de la PCU, il y a eu les enjeux d'inflation, et là qu'on s'est mis à envoyer des chèques d'à peu près 200 $ par personne à tout le monde, incluant des gens qui n'en avaient absolument pas besoin. Donc, ça, pour moi, c'était... Je voyais pas nécessairement disons, l'efficacité de ça. Et quand on combine tous les montants qui ont été envoyés, qu'on les met ensemble, quand même, c'est des montants substantiels qu'on aurait pu imaginer être utilisés autrement. Et je trouve que la présentation de Mme Laflamme, là, qui m'a précédée, a donné de très bons exemples de qu'est-ce qu'on aurait pu faire avec ça. Est-ce que ça aurait pu aller, par exemple, dans le parc de logements sociaux? De mon point de vue, donc moi, comme chercheur, je m'intéresse à l'endettement particulièrement. Et moi, ça a été pour moi un gros point de questionnement dans la COVID, de constater à quel point, premièrement, les individus se tournent vers le crédit pour gérer les crises. Je l'ai vu dans un projet sur l'endettement, là, je pourrais vous donner des chiffres, là, mais disons, parmi les gens endettés en 2022, il y avait à peu près 30% des gens qui disaient que c'était pour pallier une situation d'urgence qui incluait perte d'emploi, maladie, revenus trop faibles chroniquement. Donc, et ça, là, c'est vraiment des situations, je pense que vous en avez parlé ce matin, je ne pouvais pas être là, mais c'est d'envoyer des gens dans des relations de crédit qui sont profondément inégales. Et c'est dangereux. Donc, c'est des gens qui n'ont pas d'autre choix, qui ont besoin d'argent pour manger, puis on les envoie vers des prêteurs qui ont tout plein de clients devant eux, peuvent choisir, charger des taux d'intérêt qui sont extraordinaires, les cacher, qu'il y a des algorithmes même pour bien comprendre c'est à quel moment de charger les frais
qui va payer le plus. Donc, c'est vraiment des relations que je dirais presque, j'ai envie de dire, vraiment de domination. Je pense qu'on peut le dire comme ça. C'est problématique. Et moi, de constater que ça ne faisait vraisemblablement pas partie de la liste des priorités du gouvernement de protéger les gens, d'entrer dans ces relations-là, j'ai trouvé ça fascinant. Et il n'y en a pas eu de mesure. La seule mesure qu'il y a eu, je ne sais pas si vous allez vous souvenir, au tout début, c'est Justin Trudeau qui a dit dans une des conférences de presse, « Hey, les banquiers, pourriez-vous être gentils avec vos clients? Pourriez-vous leur donner des breaks? » Tu sais, aucune obligation, aucune... Et moi, je me disais, imaginez-vous les inégalités aussi qui se créent là-dedans. Qui va oser le demander? Qui va recevoir? Donc, moi, j'ai des idées, des suggestions de pistes d'action pour que le gouvernement pourrait prendre pour mieux protéger les gens dont on pourra parler dans le reste de cette conversation-ci. Bon, je reviens à ma question de tantôt. Vous disiez, les gouvernements sont court-termistes. On a peut-être un problème socio-électoral, je ne sais pas. Ils sont électoralistes dans leur façon de donner d'imaginer des programmes qui ne sont pas très structurants. Est-ce que je vous mêle, là? Non, moi non plus, je ne savais pas que j'allais être citée. Mais oui, c'est sûr que quand on regarde des chèques qui sont donnés comme ça, puis bon, à tout le monde, sans considération pour qui en a vraiment besoin, on peut se dire que là, on a une mesure qui vraiment frappe l'imaginaire, mais qui ne tient pas compte de la réalité de qui il faudrait aider avec les fonds publics. Mais je trouve ça intéressant qu'on parle d'endettement parce qu'au tout début de la pandémie, à cause des aides vastes, larges qui ont été données, puis bon, peut-être avec certains défauts parce que justement, on a voulu agir rapidement. Ce qui s'est passé, entre autres, c'est que le taux d'épargne a augmenté considérablement, alors que justement, on est dans un pays très, comme beaucoup d'autres, très endetté, où les ménages sont très endettés. Et là, soudainement, l'épargne a remonté parce que justement, bon, on avait moins de dépenses. Là, forcément, on était tous pris à la maison à faire du pain et des revenus qui ont permis donc même de diminuer les niveaux de pauvreté juste au début de la pandémie. Ça n'a pas duré très longtemps, mais ça permet de voir que, en fait, il y a comme souvent une espèce de relation inverse entre l'endettement public et l'endettement privé. C'est-à-dire que quand l'État s'endette pour aider les ménages, en fait, l'endettement privé se trouve généralement à diminuer et vice-versa. Et donc, on présente toujours l'endettement public comme quelque chose de mal, en fait, pour le dire un peu... c'est ça, rapidement, mais et quelque chose donc qu'il faut combattre. Puis là, on entre dans une nouvelle période d'austérité budgétaire où on met de l'avant l'importance de lutter contre les déficits et donc de couper dans les dépenses, mais sans jamais voir que le corollaire, c'est ça, c'est que c'est les individus qui vont s'endetter pour donc subvenir à leurs besoins, avec des effets évidemment sociaux importants, mais des effets économiques aussi importants parce que quand on laisse les ménages s'endetter autant, c'est l'économie dans son ensemble qui devient plus vulnérable à des chocs économiques, par exemple. Je pose ces questions-là sur les montants, les chèques de 400, les chèques de 200, le congé de TPS, parce que j'imagine Rosalie et Véronique qui devaient être enragés bien raides quand ils voyaient ce genre de mesures proposées par les gouvernements au lieu que ce soit des mesures beaucoup plus structurantes, que ce soit pour la pauvreté ou pour le logement. Geoffroy, vous avez dit on n'est pas prêt à faire face aux crises et si on adopte des mesures exceptionnelles, c'est parce que le filet social n'est juste pas assez fort pour y faire face. Bien, exactement. Puis Antoine l'a bien nommé, la PCU, c'était une patch. C'était une patch parce que notre système d'assurance-emploi n'avait pas la capacité d'agir comme un outil de stabilisation macroéconomique comme il doit l'être en temps de crise. C'est-à-dire que quand il y a une crise importante, pour éviter que la consommation à l'intérieur d'un État s'effondre, on peut compenser en stimulant le revenu de la population
pour éviter que cette perte de revenus se traduise en diminution de la consommation et qu'il y ait un déclin important, un choc économique important. Mais notre système d'assurance-emploi, d'abord, ne couvrait pas assez de personnes. Deuxièmement, n'offrait pas des prestations suffisantes. Et troisièmement, on n'avait pas la capacité de système d'agir assez rapidement. Donc, en une semaine, le gouvernement du Canada a dû imaginer un nouveau programme. Et ça a été tout qu'un branle-bas de combat. Moi, à l'époque, je travaillais au gouvernement du Canada à cette période-là. Puis, en à peu près une semaine, il a fallu imaginer un système, puis distribuer des chèques à près de 8 millions de personnes. Et on y est arrivé, ce qui a amené un lot de critiques par la suite. Mais on a eu cet effet de stabilisation macroéconomique. Notre économie ne s'est pas effondrée. On est même venu surcompenser la perte de revenus pour certains ménages à faible revenu. Et on constate les effets de ça. Moi, une des leçons que je tire de cette période de la pandémie, c'est qu'on peut, si les gouvernements le veulent, ils peuvent avoir un effet significatif sur le taux de pauvreté dans la population. Entre 2020 et 2021, non, c'est ça, 2019 et 2020, on a vu le taux de pauvreté mesuré par la MPC fondre de moitié. Même chose si on regarde le faible revenu avec la MFR. Donc, il y a une réduction importante de la pauvreté momentanée au Canada liée à ces mesures-là. Et ça se répercute également dans les inégalités. Si on regarde les inégalités de revenus après impôt, il y a une diminution significative de ces inégalités-là pendant la période pandémique en raison de ces aides d'urgence. Donc, une des leçons que je garde en tête, c'est si les gouvernements le souhaitent, ils peuvent agir de manière significative sur la distribution des revenus dans la société. Alors, si les gouvernements le veulent, que peut-on faire pour aider les populations vulnérables frappées par les crises, la crise du logement, la crise de l'inflation alimentaire? On a parlé d'endettement. Quand on jasait, on identifiait dans notre coffre à outils comme mesure possible diminuer les dépenses des populations vulnérables. Bon, comment faire ça? Faire des baisses des tarifs de garderie, des tarifs de frais de garde dans les écoles. On a parlé de faire plus de logement social, peut-être augmenter l'offre de transport en commun pour éviter d'acheter une voiture. Bon, donc diminuer ce genre de dépenses-là. On a dit aussi on pourrait augmenter les revenus des gens. Comment on peut augmenter les revenus des gens? Entre autres, la mesure peut-être phare, c'est augmenter le salaire minimum. Puis on a dit renforcer aussi le filet social. Fait qu'on va essayer de regarder comment on peut appliquer ces outils aux crises qui frappent les gens. Le logement. Véronique nous l'a dit, ça a pris bien du temps avant que le gouvernement du Québec reconnaisse l'existence d'une crise. Puis il y a des choses intéressantes qui sont sorties dans notre première discussion. Julia et Maude, je pense, vous nous avez dit, ça parle, Julia, vous nous avez dit, ça parle du milieu d'où viennent les gens, les politiciens. Ça parle des réseaux dans lesquels ils sont ou ne sont pas. Oui, la réponse à la crise du logement, en effet, parce que, c'est-à-dire, oui, on sait que quand on regarde la composition du gouvernement Legault, mais même les gouvernements avant, c'est majoritairement, des personnes qui appartiennent aux classes supérieures de la société qui composent ces gouvernements-là, et donc, ça a été dit plus tôt, et donc, qui ont un point de vue, le point de vue qui est informé par leurs conditions socio-économiques. Et donc, quand on a vu la ministre France-Hélène Duranceau suggérer aux locataires d'investir dans l'immobilier pour finalement mieux se loger, on a vu là, disons, un exemple, presque, j'allais dire caricatural, tragique, je ne sais pas trop comment qualifier ça, mais de quelqu'un qui est vraiment déconnecté de la réalité des gens pour qui qu'elle est censée représenter. Et donc, c'est sûr que ça contribue au fait qu'il y a une réponse donc à la crise du logement qui est beaucoup axée sur... Et aussi, on est dans des gouvernements, avec des gouvernements qui sont donc, parce que beaucoup de gens issus du milieu des affaires, sont aussi
à l'écoute des préoccupations de ce milieu-là et donc vont miser, par exemple, vont nous dire, bon, ben, il faut construire plus de logements et construction de logements, dans ce cas-là, ça veut dire simplement favoriser, faire en sorte que l'industrie immobilière puisse construire, alors qu'on sait que même si on construit beaucoup, si on ne construit pas des logements qui répondent aux besoins des gens, bien, on ne réglera pas la crise d'abordabilité dont parlait Véronique. J'ai perdu le reste de mon idée, mais... Ça, c'est moi de oui. faire le reste de son idée. J'ai perdu le Ça fil. prend toujours un jeune de me ramener. Oui, ben donc c'est ça, des solutions qui sont pas adaptées. Et c'est ça. L'autre chose que je voulais dire, c'est parce que là, je parlais du gouvernement provincial, mais au niveau fédéral aussi, on a beaucoup, quand on regarde les réponses à la crise du logement, on a beaucoup des réponses qui sont centrées sur l'idée que les besoins en termes de logement doivent passer par l'accès à la propriété. Et là aussi, on est en fait dans une vision du logement qui appartient justement à un certain idéal de la classe moyenne. Hein. Donc, faire partie de la classe moyenne, c'est posséder une maison. Et donc, on a eu des politiques d'habitation depuis après la Deuxième Guerre mondiale qui ont été centrées sur l'accès à la propriété. Puis on le voit encore aujourd'hui avec des mesures comme le CELIAP, hein, donc les espèces d'aides fiscales finalement qui permettent d'acheter, d'accéder à la propriété. Et peut-être que dans notre, pas juste peut-être, mais dans notre réponse à cette crise-là du logement, il faudrait aussi changer peut-être cette conception-là parce que au fond, se loger, c'est pas nécessairement être propriétaire. C'est juste avoir accès à un logement qui va, dont le prix justement va respecter nos revenus. Et donc, si on change notre perspective, peut-être qu'on va être capable de développer des politiques qui sont plus adaptées là, aux besoins de la population et des plus pauvres notamment. Antoine? Oui, j'aurais un petit bémol. Respectueusement, là. Je pense que le gouvernement a un discours de l'offre de logement, mais je pense pas que ces politiques qui répondent du tout à ce discours-là. Je pense que c'est un discours qui paraît bien, en tout cas auprès des économistes comme moi, là, mais en pratique, les actions, par exemple, du gouvernement du Québec sont beaucoup plus des actions pour favoriser les propriétaires de logements actuels, que ce soit des gens qui possèdent leur logement ou des gens qui en louent. Donc, tout ce qui concerne justement la réglementation des loyers, c'est particulièrement bénéfique aux gens qui sont déjà des propriétaires. On a parlé tout à l'heure d'essayer de combattre la spéculation. Je pense qu'un problème qu'on a, c'est qu'on vend le mythe qu'il faut être propriétaire pour avoir réussi quelque chose dans la vie. Et un petit peu, on fait de tout le monde des spéculateurs. C'est-à-dire que l'idée de s'acheter un logement dans le but que ce soit un investissement, même si on vit dans son investissement et qu'on va le revendre et après ça passer à un logement plus grand, c'est en soi de la spéculation. Et donc, ça ne marche que dans la mesure où l'offre de logement est limitée. Si vous regardez l'ampleur des interventions du gouvernement du Québec, on a le petit truc là, de permettre aux villes de se soustraire à leur propre zonage, mais ça ne leur donne pas beaucoup de couverture politique. Si on était sérieux sur la portion libéraliser l'offre pour un gouvernement de droite, là, on abolirait le zonage, on ferait du zonage incitatif mur à mur, dicté par Québec, et on enlèverait ça de la main des villes. C'est pas du tout ce que le gouvernement du Québec a fait. C'est la même chose en Ontario. C'est la première recommandation du panel d'experts du gouvernement Ford sur le logement. Libéraliser le zonage, permettait aux gens de construire plus haut des logements qui correspondent mieux aux besoins que des maisons unifamiliales détachées. C'est la première chose que le gouvernement Ford s'est empêché de ne pas faire. La clientèle électorale de ces partis-là, à mon avis, dans leurs décisions en logement, avant tout, c'est les propriétaires actuels. Les promoteurs, clairement, ils ont leur oreille dans une certaine mesure, là, mais si c'était eux qui dominaient, on ne verrait pas du tout les politiques qu'on voit. Et donc, il y a un problème là-dedans parce que ça nous prive de l'option offre, qui peut-être pas la meilleure, mais certainement, c'est pas celle qu'on voit. On n'a pas une explosion de l'offre de logement qui serait une réponse plausible quand même à la crise du logement. C'est pas ça qu'on voit. Et probablement qu'on n'a pas la possibilité d'explorer cette option-là parce que si on fait exploser l'offre, la valeur des maisons de tout le monde va stagner, y compris les gens dont c'est le principal actif, leur principale source de résilience financière, c'est leur maison. Et donc, on est... Dans la mesure où on est propriétaire, même si on n'est pas de riches propriétaires terriens, tous les propriétaires participent un petit peu à cet exercice-là de vouloir spéculer sur soi-même, investir dans son propre bien et donc être réfractaire à la construction de nouveaux logements à côté de chez nous, dans nos villes, dans nos régions. Geoffroy?
Très, très intéressant. Effectivement, le problème, c'est que l'habitation, le logement, qui est un besoin essentiel, est devenu un produit financier, en quelque sorte. Puis ça a des impacts assez importants sur l'ensemble de la société. À l'Observatoire québécois des inégalités, on travaille en ce moment là, sur une série de notes sur la classe moyenne. Puis dans une des notes qu'on a fait, on suit le portrait de la classe moyenne au cours des 50 dernières années. Puis une des lignes de fracture qu'on voit apparaître, c'est pas nécessairement entre les différentes classes sociales, mais c'est entre les propriétaires et les locataires. Nous, ce qu'on voit, c'est que sur 50 ans, la situation financière des personnes locataires s'est dégradée, alors que la situation financière des personnes propriétaires s'est grandement améliorée. Et ça a toutes sortes de conséquences, notamment sur la santé. Dans une autre étude qu'on a fait l'an passé, on analysait le lien entre le patrimoine et la santé et on constatait que les personnes qui sont propriétaires avaient en général un état de santé plus favorable que les personnes locataires, autant sur la santé physique que sur la santé mentale. C'est en lien notamment avec la qualité des logements dans lesquels on habite. Lorsqu'on est locataire et qu'on habite, par exemple, dans un logement avec un taux d'humidité élevé, un niveau de moisissure élevé, ça a un impact clair sur la santé, mais c'est aussi en lien avec la santé mentale parce que l'insécurité résidentielle a un impact important sur le stress qui est vécu par les personnes. Et le stress, lorsque conjugué à d'autres problèmes de santé, finit par générer là, une spirale de difficultés financières assez importante. Donc, il y a clairement un enjeu autour du logement. Je pense qu'il y a des mesures qui peuvent être faites pour définanciariser le logement. Tout à l'heure, Véronique Laflamme là, parlait de l'importance de venir protéger l'abordabilité du parc locatif de logement. Et on peut le faire notamment en faisant croître la part du logement hors marché, donc retirer du marché une part du logement locatif pour préserver son abordabilité à travers le temps, mais ça passe aussi par la réglementation, réglementer davantage les pratiques spéculatives. Et incidemment, oui, Maude, mais incidemment, je vous conseille fortement, si vous ne l'avez pas déjà fait, de regarder le film Le Dernier Flip sur tout.tv. On parle de façon de démarchandiser le logement. C'est vraiment... Moi, j'en ai quasiment pleuré à la fin parce que si on pouvait étendre ça, on réglerait tellement une grande partie des problèmes. Maude? Oui, je suis tout à fait d'accord. Je trouve ça intéressant, tous ces points-là, pour rebondir. J'aimerais aussi souligner une des raisons pourquoi il y a cette préoccupation-là aussi. Elle est là pour des logements abordables, mais elle est là aussi pour que des maisons ne perdent pas leur valeur. C'est très contradictoire et ça touche à tout ce qu'on vient de dire. Puis il y a des raisons pour ça et je voulais le mentionner aussi quand même, une des raisons pourquoi la classe moyenne, c'est tellement... sa situation financière s'est améliorée, c'est principalement en raison de l'augmentation de la valeur des maisons. Donc, c'est comme un paradoxe aussi. Je pense qu'il faut faire attention quand on parle de ces choses-là, c'est un peu des bacs versants. Et là où je m'en allais, c'est de dire, première raison, les gens s'endettent à des taux incroyables, des taux d'endettement absolument incroyables sur 30 ans, avec les prêts aussi à taux variable fermé, là, dont on a entendu parler. Ça, ce que ça veut dire, c'est des gens qui ont un prêt hypothécaire. Quand le taux change, leur paiement ne change pas, et c'est le terme qui s'allonge. Alors là, il y a des gens en ce moment là, qui vont peut-être devoir repayer leur maison pendant 50 ans. Il y a un moment donné, ça bloque, et finalement, les paiements augmentent. Mais donc, il faut prendre en considération cette réalité-là, de remettre en question à quel point on veut autoriser l'endettement pour l'achat de maison. Et ça, c'est sûr qu'en remettant ça en question, on ne facilite pas l'accès au logement. Fait que cette question-là, elle est complexe. L'autre chose que je voulais mentionner aussi, c'est qu'il ne faudrait pas oublier de faire le lien entre notre volonté collective de maintenir élevé le prix des maisons et la réalité du système de pension au Canada et au Québec.
Donc, c'est un système qui est intéressant à certains niveaux, mais qui, quand même, fait dépendre notre qualité de vie quand on va avoir fini de travailler, quand même beaucoup de notre capacité d'épargne privée dans des pensions d'employeurs qui sont devenues de plus en plus rares. Et donc, ça aussi, ça peut faire partie peut-être, à long terme, des solutions sur comment faire pour désamorcer cette importance-là qu'on donne à la valeur des maisons. C'est de peut-être parler aussi de notre système de pension, de retraite. Donc, selon moi, ça peut faire partie des solutions. Véronique Laflamme nous parlait il y a quelques instants de la hausse absolument incroyable des loyers. On parlait de 47 comme hausse des loyers depuis 2018. Qu'est-ce qu'on peut faire pour agir? Est-ce qu'on a, Antoine, les données nécessaires pour agir? On avait parlé ensemble de l'existence d'un registre des loyers, chose qui semble inaccessible au Québec, ou je ne sais pas quoi, c'est le Saint Graal au Québec, on dirait. Pourquoi on n'a pas ça, Antoine? Est-ce que ça prendrait ça et pourquoi on ne l'a pas? Bien, ça revient à ce que je disais au départ. On n'a pas assez d'informations en public. On a les enquêtes de la SCHL qui sont imparfaites, ou maintenant, de plus en plus, on fait des analyses basées sur les données de sites privés qui répertorient les loyers. Clairement, quand on est obligé de faire ça, c'est qu'il nous manque des chiffres, là, quand on est obligé d'aller fouiller là. C'est sûr qu'un registre des loyers, mais il ne faut pas être dupe, c'est pas juste une source d'infos pour les gens qui aiment ça fignoler dans les politiques publiques comme moi. Là, c'est aussi clairement un changement au rapport de force. Là. C'est pour ça qu'on n'a pas de registre de loyers. C'est parce qu'il y a des gens que ça fait vraiment pas leur affaire si on en avait. Là. C'est bien évident que c'est là. Mais ça va plus loin que ça. Tout à l'heure, on a parlé de la mesure du panier de consommation, qui est une mesure imparfaite. On a parlé de la mesure de la pauvreté en termes de logement. C'est la part du revenu utilisé pour se loger. Mais ça, c'est une mesure qui, en soi, disons, cristallise les structures familiales. On le sait, là, il y a des gens qui quittent le nid familial vraiment plus tard qu'avant. Il y a des gens qui restent dans des couples malheureux ou carrément dangereux. Toutes ces choses-là, on ne les voit pas quand notre seule pauvre mesure, finalement, c'est la part du revenu consacré au loyer. Donc, on ne voit pas toute la destruction qui est créée par une crise du logement en termes de développement de famille, en termes du fait de permettre aux gens de vivre dans les arrangements qui leur conviennent. Ça, c'est complètement gommé quand tout ce qu'on a essentiellement, c'est le recensement. Puis regardez dedans si les gens dépensent beaucoup pour se loger. Ils ont déjà intégré une nouvelle forme familiale qu'ils n'avaient pas le choix pour garder leur niveau de loyer en dessous de leur revenu. Donc ça aussi, registre des loyers, mais aussi des enquêtes beaucoup plus détaillées sur ce que ça coûte aux gens pour assumer les frais de leur vie. Bien, on ferait peut-être des politiques un petit peu plus intelligentes que ce qu'on est capable de faire maintenant avec des données retardées. Ça, c'est pas la fin du monde quand c'est des bonnes données, mais en plus, qui nous donne un portrait super imprécis, même avec 2 ou 3 ans de retard. Là. Pour nos locataires dont l'augmentation des loyers est complètement débile, je m'excuse d'employer des termes un peu crus, mais je pense que c'est le cas. Vous avez probablement des enfants qui cherchent des logements, j'en ai moi-même, et des fois on s'arrache les cheveux comme parents pour essayer de les aider. Geoffroy, on avait parlé, OK, les loyers sont fous, il faut y faire face, on n'a pas le choix là. Donc il faut augmenter les revenus des gens. Comment on peut faire ça? Bien, il y a toutes sortes de façons de le faire. Le gouvernement a à sa portée plusieurs leviers pour augmenter le revenu des personnes moins nanties. On a notamment le salaire minimum, qui est un levier qu'on peut utiliser. On a tous les transferts gouvernementaux. On a parlé tout à l'heure du crédit d'impôt de solidarité. On a parlé des allocations pour enfants. On a également le régime public de retraite, qui est un levier assez important lorsqu'on est une personne aînée. Et tous ces leviers-là peuvent être utilisés par le gouvernement pour relever le revenu des personnes à faible revenu et les personnes encore plus précaires, notamment avec le programme d'assistance sociale, les programmes d'assistance sociale dont on a parlé tout à l'heure. Donc, on peut agir au niveau du revenu des personnes, mais on peut aussi agir au niveau des dépenses des personnes. Lorsqu'on a des services publics de qualité et accessibles, on vient diminuer les dépenses privées auxquelles les ménages doivent faire face au jour le jour. Et dans les outils de politique qu'on perd parfois de vue, il y a aussi un contrôle des prix
qui peut être une solution envisageable. C'est un outil de politique qui a déjà été utilisé pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui est un petit peu délaissé, qui a été un peu délaissé depuis. Mais dans le contexte de la crise énergétique en Europe, suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, il y a plusieurs pays en Europe qui ont utilisé cet outil de politique-là pour venir plafonner le prix de l'énergie, donc le prix du gaz, de l'électricité et du chauffage. Et ce que certaines analyses économiques démontrent, c'est que ça a été une politique particulièrement efficace pour freiner l'inflation et pour stabiliser l'économie. On peut penser à un contrôle des prix dans d'autres domaines, notamment en alimentation. Tout à l'heure, dans la présentation de François Delorme, il mettait de l'avant qu'une des seules mesures que le gouvernement fédéral avait fait pour aider les ménages canadiens à s'alimenter, c'était de demander aux grandes bannières de slacker sur les augmentations de prix. Bon, le gouvernement peut avoir un rôle un peu plus actif. En France, notamment, il y a eu une initiative là, de panier anti-inflation. On est venu plafonner le prix d'environ 5000 références de produits dans le cadre d'un accord avec les grandes bannières de distribution. Donc, il y a plusieurs leviers qui sont à la portée des gouvernements. Puis, il faut analyser l'ensemble de ces leviers-là lorsqu'on veut faire face à des crises. On a parlé de l'augmentation du salaire minimum, ça serait peut-être une des mesures principales, mais à chaque fois qu'on parle de l'augmentation du salaire minimum, on nous dit « Oui, mais il va y avoir des centaines de milliers de pertes d'emplois, Geoffroy. » Qu'est-ce qu'on fait? Oui, ça, c'est un mythe à déconstruire. En fait, si on augmente le salaire minimum, on stimule l'économie locale. Parce que les gens dont le revenu dépend du salaire minimum, c'est des gens qui ont un revenu disponible souvent très faible. Et tout le pouvoir d'achat gagné par une augmentation du salaire minimum est directement dépensé dans l'économie locale. Puis ces gens-là ne vont pas investir sur les marchés financiers. Là. Non, ils vont aller s'acheter des biens, des denrées pour vivre. Donc, il y a un effet de stimulation sur la demande qu'on perd souvent de vue lorsqu'on pense simplement aux coûts supplémentaires auxquels les entreprises doivent faire face en lien avec la main-d'œuvre, mais il y a aussi une stimulation de la demande pour leurs produits qui est à tenir en compte. Puis, ce qui est intéressant, c'est que souvent, lorsqu'une hausse du salaire minimum est annoncée, l'effet de stimulation sur la demande souvent devance l'augmentation effective du salaire minimum parce qu'on l'annonce souvent quelques mois à l'avance et les ménages, les personnes, sachant qu'ils vont avoir un revenu un peu plus élevé, commencent à consommer davantage et donc cet effet-là se fait sentir dans les entreprises locales avant d'avoir l'effet des coûts de main-d'œuvre supplémentaires. Donc, le salaire minimum est un outil super efficace. C'est un levier qu'on doit activer au besoin. Je voudrais qu'on revienne quand même sur la question du logement, parce que le manque de logements abordables est criant. Le privé n'a pas l'air d'y arriver, le gouvernement n'a pas l'air d'être là vraiment. Mais dans certains pays, Julia, on y a vu depuis longtemps. Oui. Oui. Et donc, c'est ça. Là, on est dans un contexte où les gens ont comme option le marché locatif privé ou encore, l'accès à la propriété pour les ménages plus fortunés. Et donc, on l'a vu tantôt, la portion logement social, en fait, puis si on étendait logement communautaire, elle est, en fait, c'est marginal dans le parc de logements au Québec. Il y a des endroits, oui, dans le monde qui ont fait des choix différents. Pierre voulait que je vous parle de l'exemple de Vienne parce que, c'est un exemple dont vous avez sans doute entendu parler, qu'on nomme souvent parce qu'il est intéressant, parce que la Bosse, en fait, c'est une politique qui remonte à déjà presque un siècle de développer finalement un parc de logements publics et ce choix qui a été fait là
fait en sorte qu'aujourd'hui, à Vienne, c'est environ 60% de la population de la ville qui habite dans un logement qui est soit public, donc soit une propriété là, de la ville, ou encore propriété de ce qu'ils appellent des corporations à profitabilité limitée, là, si je ne me trompe pas, donc des OSBL, bon, qui ont certaines obligations, là, par exemple, de réinvestir une partie de leur surplus dans la création de nouveaux logements, limiter les hausses de loyer. Donc, ce modèle-là, il est bon, puis il n'est pas parfait, mais il est juste intéressant pour montrer que quand on cible, quand on a des politiques qui visent à développer du marché sans but lucratif, ben ça a un effet non seulement aujourd'hui sur, ou enfin, dans quelques années sur les personnes qui vont pouvoir habiter dans ces logements-là, mais ça a un effet aussi durable. Et donc, l'abordabilité n'est pas juste au jour 1 où on construit le logement, mais elle se pérennise. Et donc, aujourd'hui, c'est ça qui fait en sorte que, donc, à Vienne, par exemple, ben, il y a environ plus de 400 000, en fait, logements comme ça, à but non lucratif pour une population qui est équivalente à celle de la taille de Montréal. Donc, c'est comme 20 fois plus de logements sociaux. Et l'intérêt de cette approche-là, ben, c'est de limiter donc les dépenses que les ménages font dans le logement, parce qu'il faut le rappeler, le logement, c'est une dépense qui est non compressible. Et donc, quand on laisse faire, en fait, les hausses de loyer, puis bon, on pourrait même étendre ça aux hausses, les hausses de coûts de logement en général, là, c'est vrai aussi pour les propriétaires, ben c'est de l'argent qui ne va pas ailleurs dans l'économie, puis ça revient un peu à ce que Geoffroy disait sur le salaire minimum, c'est-à-dire que c'est de l'argent qu'on ne peut pas dépenser pour dans le commerce local, ou en tout cas par exemple, faire des sorties ou toute dépense excédentaire ou juste de loisirs ou bon, pour des dépenses essentielles aussi, mais donc c'est de l'argent qui est immobilisé dans le logement. Et donc, l'intérêt de développer un parc locatif, ou en tout cas un parc de logements qui est public, qui est à but non lucratif, ben c'est aussi ça. C'est un bénéfice pour les personnes qui sont dans ces logements-là, mais pour l'économie, pour la vitalité de l'économie en général. La démarchandisation, ce qu'on appelle la démarchandisation du logement, est-ce que c'est un modèle qui est condamné à être juste l'exception, là, la place que tout le monde va venir voir, va dire « Wow, c'est beau ». Je donne un exemple, la coop Milton Park, un 8,5 850 $, ça vous tenterait-tu, un 8,5 à 850 $? Les mêmes logements autour, c'est 3 000, 3 500 et 4 000 de location. Est-ce que démarchandiser, c'est une avenue qui peut être étendue, ou si c'est condamné à rester des exceptions d'après vous autres? Si je peux glisser un mot peut-être sur la partie, disons, la rentabilité de l'investissement immobilier. Donc, si on veut démarchandiser, il faudrait que les gens arrêtent de voir ça comme quelque chose qui est rentable, qui est comme l'envers, là, d'essayer d'avoir plus de logements hors marché. Mais c'est aussi d'essayer que la portion qui est même marché est finalement plus vue comme un bien d'usage et non pas comme un bien d'investissement. Je prêche pour ma paroisse, là, mais il y a des choses qu'on peut faire en fiscalité. On a une exemption entière et totale sur le gain en capital qu'on réalise à la revente de sa résidence principale. Ça a l'air d'une mesure de bonne classe moyenne, mais en pratique, c'est pas une mesure qui bénéficie à des gens ordinaires, c'est une mesure qui bénéficie massivement à des gens qui ont des logements de très grande valeur et qui font plusieurs reventes au cours de leur vie. C'est quelque chose qui a été éclipsé dans le débat sur la hausse du taux d'inclusion du gain en capital. On a été submergé de propriétaires de triplex au bord de la rue si on leur imposait 16 % d'imposition supplémentaire. En pratique, c'est quelque chose qui touche les gens au haut de l'échelle, mais aussi, en général, on devrait vouloir limiter le fait que ce soit rentable de revendre une propriété, parce que plus vous le faites, plus vous alimentez justement le fait que les propriétés gagnent en valeur. Si vous êtes propriétaire, vous bénéficiez d'un loyer implicite. C'est la principale chose que ça vous rapporte d'être propriétaire d'une maison, c'est que vous avez un dividende sous forme de loyer à ne pas payer. On a absolument le droit de vous imposer là-dessus. On aurait les moyens de le faire. Il y a des pays qui le font. Mais nous, on a un système fiscal qui, presque tous les détours, favorise très lourdement la propriété immobilière. Et donc, c'est pas surprenant non plus que les gens aient décidé d'en faire une source d'investissement. C'est sûr qu'il y a un conflit intergénérationnel. Si on fait ça
pour faire des gagnants, par exemple, dans les générations plus jeunes, nécessairement, on va faire d'une certaine façon des perdants dans les générations plus âgées qui ont plus de valeur accumulée dans les logements, mais c'est des changements qu'on peut faire, disons, diminuer le taux de rentabilité, ben c'est progressivement faire que les gens vont s'asseoir sur la valeur qu'ils ont accumulée, mais peut-être cesser d'en accumuler autant, parce que ça se fait nécessairement au coût de doubler la valeur des propriétés aux 5 ou 10 ans, c'est absolument pas soutenable. Et pour faire face à ces crises-là, la crise du logement, la crise de l'inflation alimentaire, il faut s'endetter. Et Maude, dès le départ, vous avez parlé de l'endettement. Et lors de notre conversation préalable, vous avez dit quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Vous avez dit, au lieu de faire des demandes collectives, les gens s'endettent et se font stigmatiser, ils se stigmatisent eux-mêmes. L'endettement, c'est une façon de stigmatiser les gens au lieu que, collectivement, on dise « Hey, ça marche pas ». Bien, je pense qu'il y a beaucoup de répercussions, malheureusement négatives à l'endettement. C'en est une. C'est une. Quand on va, on emprunte ce chemin-là parce qu'on n'a pas le choix. C'est littéralement, des fois, une question entre se nourrir, vêtir ses enfants ou pas. Donc, je ne pense absolument pas que c'est un geste qui devrait être stigmatisé, mais c'en est un. Puis c'est notre culture entourant le crédit l'entoure de beaucoup de secrets, de culpabilité. Et donc, les gens vont facilement internaliser peut-être l'idée que c'est leur faute. Et je pense, oui, que ça peut jusqu'à un certain point, peut-être que ça arrange un peu les gouvernements de laisser un large champ, en fait, aux dettes privées dans les solutions des crises, parce que je pense que ça tait jusqu'à un certain point les fameuses mobilisations sociales dont quelqu'un a parlé plus tôt et avec qui j'étais tout à fait d'accord, là, que ça prend ça pour du changement. Donc, c'est une des répercussions de l'endettement. C'est pas la seule. Je veux le mentionner. Quand on s'endette à des très hauts taux d'intérêt, si éventuellement on fait face, et je pense que beaucoup de gens le savent ici, à une incapacité de payer, à faire faillite, il n'y a pas toujours, premièrement, des sorties de ça. Ça coûte cher. Et il y a des pénalités, entre autres, parce que notre code de crédit, notre historique de crédit en ce moment, il n'est pas utilisé seulement pour accorder du crédit dans nos sociétés. Il est utilisé parfois quand on va évaluer des candidats pour du travail. Je peux donner un autre exemple qui est plus comme niaiseux, mais c'est comme devenu une sorte de mesure de notre valeur morale comme individu. Okay? Et pour avoir accès aux données de Statistique Canada, il faut se faire accréditer dans des centres de données, etc. Et il faut soumettre notre code de crédit. C'est comme ça, comme chercheur, qu'on se fait évaluer. Donc, ce que je trouve mortifère. Et ça, on voit ça dans plein d'endroits. Fait que moi, une des choses vraiment que je pense qui serait très faisable à court terme, c'est des politiques qui empêchent ces utilisations-là. Ça, je pense que ça aiderait énormément à comment l'endettement permet aux crises de se réverbérer sur le long terme. Donc, je peux peut-être arrêter là pour laisser la parole ici, mais j'ai d'autres idées aussi. Ben, vas-y, allez-y. Allez-y, moi. Ben, peut-être, parce que là, mes collègues, et je pense, il y a des liens directs entre le soutien social, Julia l'a mentionné, le pendant de qu'est-ce qui arrive quand on ne s'endette pas publiquement, c'est les dettes privées. Tu sais, ça aussi, c'est des bacs versants. Donc, tu sais, tout ce qui est vraiment les politiques sociales, ça réduit l'endettement. Et ça, je veux juste le mentionner qu'il y a des recherches qui sont en train de montrer ça de façon causale. Tu sais, si ça peut aider dans vos mobilisations, tu sais, ça me fera plaisir de les partager. Mais vraiment, par exemple, un papier qui a été publié dans une grande revue Nature qui a montré aux États-Unis pendant la COVID qu'il y a eu systématiquement dans les États qui étaient plus généreux dans les prestations d'assurance-emploi, il y avait moins d'endettement auprès de prêteurs comme des prêts sur salaire. Tu sais, c'est vraiment direct. Mais aussi, j'allais dire, je pense vraiment qu'à un moment donné, donc, pour limiter l'endettement, faut pas seulement réglementer, bien sûr, le secteur du crédit. Ça, je pense que c'est des besoins qui sont là.
Moi, je pense qu'il y a peut-être aussi plus de place à prendre par l'économie sociale, par le secteur communautaire dans le monde du crédit à la consommation. Il y en a très, très peu. Et c'est récent quand même dans notre histoire que le crédit, c'est, c'est comme un truc autonome qui est déconnecté des autres relations sociales puis qui se fait pour le profit. Donc, historiquement, par exemple, le crédit, ça se faisait par les épiciers qui l'offraient à leurs gens comme un service. Ça se faisait beaucoup dans les familles, entre amis. Donc, il n'y avait pas que la logique de se faire rembourser, de faire un intérêt. Le crédit était vraiment pris dans toutes sortes de logiques sociales plus globales. Moi, je pense qu'il y a des moyens de retourner à ça, à un secteur du crédit, même si j'en conviens que c'est peut-être pas confortable pour personne d'être dans une situation de prêteur qui est à sans but lucratif. Mais je pense qu'il y a une place ici pour les gouvernements pour stimuler ce secteur-là, le soutenir et vraiment, je pense, le dire carrément, le démarrer parce que c'est à peu près inexistant en ce moment. Geoffroy? Oui. Ben, je ne veux pas vous obliger, là, mais vous avez je serais allé dans une autre thématique, là, mais qui est connexe parce que effectivement, là, je pense qu'il y a beaucoup à faire pour renforcer le filet social. Et ça me rappelle ce que François Delorme disait concernant le dossier dans la presse qui nous questionnait. Est-ce qu'on a les moyens de se payer ce filet social-là au Québec? Moi, je pense que la question, c'est est-ce qu'on a les moyens de s'en priver? Et je crois que non, parce que on traverse une ère de crises multiples. Les crises vont être de plus en plus fréquentes. Et si on veut être résilient en tant que société face à ces crises-là, il faut redistribuer davantage la richesse dans la société et se doter de services publics de qualité et d'un filet social qui permet de traverser ces crises-là. Et les sociétés dans le monde qui sont les plus résilientes face aux crises, c'est les sociétés justement qui redistribuent davantage. On pense aux habituels pays nordiques, Suède, Finlande, Norvège, Danemark, Islande, mais il y a réellement le poids de la fiscalité est effectivement plus élevé là-bas, mais on a aussi un système de protection sociale beaucoup plus intéressant. Au Danemark, si quelqu'un perd son emploi, c'est 90% de son salaire, de son revenu qu'il vient rechercher en prestations. Et ces prestations-là peuvent durer pendant 2 ans, pendant lequel il y a de l'aide à la formation. On n'a pas ce niveau de protection sociale là du tout au Canada, encore moins aux États-Unis. Et c'est pas juste là, les fameux pays scandinaves. Là. Il y a plein de pays en Europe qui redistribuent davantage. La Belgique, les Pays-Bas. Ça peut être intéressant aussi de regarder ce que fait l'Allemagne pour faire face aux crises. Il y a une économie qui est un peu plus coordonnée. Donc, le gouvernement va collaborer avec les grands employeurs pour traverser des crises, pour s'assurer qu'il y ait moins de licenciements. Il y a des sociétés comme le Japon qui ont un niveau de cohésion sociale plus élevé, plus de redistribution, une politique macroéconomique un peu plus proactive. Donc, il y a plein d'exemples. Et ce qu'on retire de ça, c'est que plus on redistribue la richesse, plus on se dote d'un système de protection sociale fort, plus on va être en mesure de faire face à ces crises-là qui seront plus fréquentes. Julia? Oui, je rebondis là-dessus parce que, et le dossier de la presse, là, mais est-ce qu'on a les moyens de... c'est rare qu'on ait vu un dossier faire réagir autant de gens. Mais est-ce qu'on a les moyens du filet social? Là aussi, même la question est court-termiste parce que évidemment, elle suppose, en fait, elle est motivée, si on veut, par l'état de la dette publique, encore une fois, et des dépenses croissantes de l'État. Et là, on oublie
les dépenses futures que l'État, que les gouvernements vont devoir faire s'ils ne s'attaquent pas aux différentes crises. Quels sont les coûts de l'inaction, finalement? Exactement. Puis bon, l'exemple le plus flagrant, c'est les crises environnementales, la crise climatique. L'État n'investit pas dans la transition écologique. Par contre, il doit investir dans les mesures d'adaptation, investir dans la compensation pour aux ménages pour les effets des catastrophes naturelles qui se multiplient. Il doit investir à travers les programmes d'aide de soutien aux producteurs, productrices agricoles pour compenser pour les pertes liées, encore une fois, là, aux effets des catastrophes naturelles sur le secteur agricole. En santé, je veux dire, quand on n'investit pas dans le logement social, puis qu'on se retrouve avec des personnes, une quantité, c'est-à-dire l'itinérance qui est en hausse, l'État investit dans des services policiers pour gérer les problèmes de voisinage que ça crée. Donc, il y a toutes sortes de coûts comme ça dont on ne tient pas compte, puis qu'on pourrait épargner si on avait donc une vision à plus long terme de la réponse qu'on doit amener à ces différents problèmes sociaux-là. Maud? Oui, à moins que, je ne sais pas si Antoine, tu voulais, mais je trouve ça super intéressant, en fait, puis je trouve que c'est ça qui était ressorti aussi la fois qu'on en avait parlé en privé, on pensait. Non, mais c'est que j'ai l'impression que tout le monde a un certain sentiment que ce qui est important puis ce qui peut aider en termes de solutions, c'est de valoriser, en fait, notre état social, là, contrairement à ce qui a été suggéré dans ce fameux dossier. Et là, il y a plein de bons arguments pour le valoriser qui ont été amenés. Puis j'aimerais en amener un autre qu'on, malheureusement, je trouve, on voit peut-être pas assez, puis qu'entre autres, j'ai trouvé ça fascinant de ne pas le voir dans le dossier de la presse, mais c'est l'effet sur la famille. Je sais pas, mais donc on sait peut-être, le savez-vous, au Québec, on en parle des fois de ce déclin-là de la fécondité. Donc il y a moins d'enfants, il y a beaucoup d'alarmisme entourant ceci. Ce déclin-là de la fécondité, on le voit partout dans le monde depuis 2008. Okay? C'est fascinant, vraiment. Là, vous pouvez aller voir, il y a plein de papiers là-dessus. Les gens se l'expliquent assez mal. Mais que se passe-t-il, Seigneur, depuis 2008? C'est un déclin qui est quand même assez marqué. Et pour l'instant, l'hypothèse là, qui a le plus haut niveau d'appui, c'est l'incertitude économique. C'est toutes ces crises-là qui font en sorte, les problèmes de logement, le coût de la vie, qui font en sorte que les gens se disent, je vois pas comment je peux potentiellement avoir un enfant. Donc, il y a de moins en moins de gens en couple aussi, pour toutes sortes de raisons, mais entre autres parce qu'ils n'arrivent pas à se trouver de logement, considèrent pas qu'ils sont rendus à un niveau économique assez, donc, suffisant pour, fonder une famille et tout ce que ça implique. Et ça, il y a l'état social, en fait, ça favorise ça dans certains cas. Et ici, on a M. Noël qui le sait mieux que tout le monde, bien sûr, qui a étudié ça. Mais quand il y a des États qui adoptent des politiques, comme on l'a fait au Québec, familiales, donc qui soutiennent, par exemple, par des services de garde, mais l'ensemble des politiques publiques qui peuvent soutenir autant l'éducation que le logement, ça facilite le fait d'avoir des enfants. Puis on le voit au Québec, en fait, on a été toujours, jusqu'à la politique familiale, on était vraiment la province qui avait le moins d'enfants. Et là, on est parmi les provinces au Canada qui en a le plus. Moi, je veux le mentionner parce que faire la connexion entre ces deux choses-là, je pense que ça peut aider à vendre cette importance-là du filet social, surtout à des personnes qui, comme les personnes qui sont les dirigeants en ce moment, qui sont peut-être moins sensibles à d'autres arguments. Donc, puis juste pour le mentionner aussi, dernier petit point là-dessus, c'est que ce qu'on voit en ce moment dans le monde de la famille, c'est aussi que la famille, c'est presque en train de devenir une question de classe sociale. Donc, les personnes
en couple, mariés, de façon stable, avec des enfants, de plus en plus, en fait, c'est concentré parmi les personnes qui ont des hauts niveaux de revenus. Donc, quand même, c'est juste pour dire que c'est pas rien, ça non plus, cette répercussion-là des crises, puis c'est vraiment une réalité sociale que l'État social peut améliorer. Puis je pense qu'on gagnerait vraiment à l'ajouter, ce point-là, dans nos outils qui visent à convaincre finalement nos dirigeants et notre population à continuer à valoriser. Je vais être bien honnête avec vous autres. Ce panel-là, je me suis cassé la tête à le préparer. Sérieusement, ce n'est pas de votre faute à vous autres. Ce n'est pas de votre faute à vous autres. Ça fait 48 ans que je suis journaliste. C'est pas que les outils dont vous nous parlez, je les ignorais, mais c'est la complexité de tout ça. Est-ce que les médias, parce que là, on critique, puis tant mieux, c'est une bonne chose qu'on critique. On critique la série de la presse. Et là, ce qu'on s'est dit depuis ce matin, c'est qu'on est face à des crises qui ont des impacts incroyables sur les populations vulnérables. Dans le fond, les gouvernements font plus souvent du patchage que d'autres choses, à part certaines mesures phares comme l'allocation aux enfants, je prends cet exemple-là. Comment on peut faire pour que les gens comprennent, parce qu'on a dit qu'il y a des préjugés, bon, l'aide sociale, il y a un préjugé là-dessus. Comment on peut faire, on parle de filet social renforcé, comment on peut faire pour que le public commence à comprendre ces choses-là? Je sais que c'est une grande question, là, mais basez-vous sur moi, qui a eu bien de la misère à suivre tout ça, à essayer d'organiser tout ça, pour que ce soit digestible. Ce n'est pas de votre faute, encore une fois. Mais y a-t-il quelque chose que les médias peuvent faire? Puis je reviens peut-être à ce que... Qui disait ça? J'ai travaillé avec un journaliste dont je ne donnerai que les initiales, qui me disait que c'est plus trippant parler de 11 milliards de dollars de déficit que de dire que ça représente juste 1,5 % du PIB. Bien, j'ai le beau jeu de critiquer les médias qui couvrent mes travaux de recherche. Mais je dirais, je suis économiste, donc mes travaux sont couverts justement dans cette portion-là des médias. Puis vous aurez peut-être remarqué la transformation où avant ça s'appelait les pages économie, puis dans beaucoup de cas maintenant ça s'appelle les pages affaires ou entreprises. Argent, encore direct. Et c'est une analyse, c'est une couverture de l'économie où on est presque toujours dans une perspective individuelle. Et donc, on vous donne des conseils sur votre situation individuelle, votre investissement dans ça, vos choix de métier, ou etc. Alors que la tenue de notre économie, nos politiques économiques, c'est des sujets de politique, point. C'est des décisions communes, citoyennes, sur lesquelles on devrait être informé. Et souvent, c'est rare que, dans mon cas, d'être couvert par les journalistes de politique. Alors que moi, ce que je fais, c'est de la politique fiscale. Quand je vous parle du gain en capital, c'est technique, c'est complexe, mais ultimement, c'est une question de redistribution de la richesse. Et pourquoi est-ce que c'est payant ou pas payant de débattre de redistribution de la richesse à l'Assemblée nationale? Ça devrait être traité comme une question de cette nature-là. Quand le budget sort, le budget en soi, qui est un incroyable exercice de relations publiques, quand le budget sort, la première chose qu'on se fait demander, puis pas juste des journalistes, mais aussi en privé, c'est qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Y a-t-il quelque chose pour moi? Y a-t-il un crédit pour moi? Y a-t-il une nouvelle mesure pour les gens de chez moi, les gens qui ont tel... C'est pas ça la question. Le budget, c'est l'énoncé de politique du gouvernement. Est-ce que le gouvernement est en train de faire quelque chose pour la pauvreté? Est-ce que le gouvernement est en train de faire quelque chose pour les changements climatiques? C'est ça la question qui devrait nous habiter quand on sort du budget, quand on nous présente une politique économique. C'est ça les questions qu'on devrait se poser. Et c'est sûr que les médias vont en partie là où les gens consomment. Donc nous, comme consommateurs de médias, il faut essayer d'aller vers les articles où on questionne les réalités politiques de ces choses-là et non pas qu'est-ce que ça va changer pour une famille de deux enfants et 2 parents qui font 60 000 et 40 000. Ce qui est le fun, c'est illustratif, mais ultimement, qu'est-ce que ça change pour la population? C'est la question que je pense qu'il faut se poser en général. Puis il y a une grande question qui reste. Puis je reprends un petit peu la discussion que j'avais eue avec Maxime Doré. Comment on fait pour mettre la switch des gouvernements à on? Il y a Rosalie Dupont qui a parlé tout à l'heure de lutte. Elle a parlé puis on fouillait ça, Maud, hein, quand on s'est parlé, j'essayais de comprendre, on a pensé que c'était des États généraux, mais c'était pas ça. Je pense que ça avait commencé par Françoise David en 95, la marche du pain des roses, je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent de ça, et ça a culminé fin des années 90, début des années 2000, par tout ce mouvement social. Hein. Peux-tu nous en parler un petit peu, Maud? As-tu regardé ça? Bien, pas tant, non. Je n'ai pas une grande connaissance historique de ce mouvement-là spécifiquement, mais ce dont il
il était question, il y en a été question aussi dans ce fameux dossier de la presse, de ces rencontres, en fait, de la société civile qui avaient été organisées par Lucien Bouchard à l'époque et qui ont mené, entre autres, à la politique familiale au plan de lutte contre la pauvreté, qui avait assis tout le monde à la table. Donc, clairement, à ce moment-là, il y avait une volonté d'écouter. Mais pour ce que j'en sais, puis j'aimerais souligner à nouveau ce point-là de Rosalie, c'est à quel point on doit ceci. Puis je connais pas l'ensemble des mobilisations sur toutes les dimensions de notre État social. Mais pour ce qui est de la politique familiale, ce qu'on doit aux groupes communautaires, familles, qui sont principalement, on va le dire, des groupes de femmes, c'est incroyable. Vraiment, puis, tu sais, je trouve ça malheureux un peu parce que souvent, tu sais, dans le discours public, ce qu'on entend, c'est que c'est une personne qui a fait presque toute seule cette politique familiale-là. Là. Puis, tu sais, vraiment, ces mobilisations-là de terrain, c'est hyper important. Tu sais, je suis pas une spécialiste des mouvements sociaux, mais je pense qu'il y a quelqu'un ici, peut-être, qui veut... Vas-y donc. Alain Noël. Je vais me retenir parce que j'étais là. C'est ça. Et vous êtes un vrai spécialiste. Le sommet économique de Montréal et celui de Québec, ou c'est Québec et Montréal, en fait, c'est fait dans un contexte très particulier où c'est arrivé après la défaite référendaire de 1995. Et dans le chemin vers le référendum a été bâti par une alliance entre le parti au pouvoir, le Parti québécois, les syndicats et tout le mouvement communautaire. Ils étaient tous alliés. Et Lucien Bouchard a dit ça dans des entrevues dans les années subséquentes. C'était les alliés pour le oui. Et quand le référendum a été perdu, tout ce monde-là s'était habitué à travailler ensemble et à construire des projets. Et ils se sont dit, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait? Il y avait la question du déficit. Mais il y avait aussi dans les cartons des propositions de réforme pour après l'indépendance. Et la politique familiale faisait partie de ces éléments-là. Et donc, cette coalition-là était remarquablement unique dans le sens où c'était un moment qui a été saisi, où les forces étaient alignées. Et les gens que Lucien Bouchard essayait de rallier, c'était ceux qui avaient voté pour appuyer le non, notamment les chefs d'entreprise. Mais il y avait une alliance à ce moment-là entre le secteur communautaire, le mouvement syndical et le Parti québécois. Donc voilà, je pense qu'on en a dans notre histoire des exemples vraiment de soulèvements qui ont donné lieu à des choses très positives. Donc on peut... On va prendre des questions de la salle maintenant. C'est le temps de poser vos questions. Et je l'ai trouvé. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Le micro va s'en venir vous voir. Bon, Émilie Lorrain-Dansereau, SF du Nord. Je m'excuse tout le monde, j'ai encore une question. En fait, j'en ai deux. Je voulais savoir, parce que dans le logement, vous avez parlé d'intervenir sur la fiscalité, limiter l'investissement, tout ça, mais on n'a pas beaucoup parlé des propriétaires qui sont aussi des corporations. À Montréal, il y en a beaucoup, là, ou même des compagnies étrangères qui possèdent des parcs de logements partout dans le monde. Puis pour moi, il y a quand même une différence entre une grand-mère qui a un duplex, puis peut-être qu'il faut quand même limiter là, ses profits, puis tout ça. Puis ce genre de propriétaires-là, où là, on est dans la pure spéculation, puis avec aucun souci pour les locataires qui vivent. Fait que je me demandais s'il y avait des choses qu'on pouvait faire pour encadrer peut-être ce secteur-là particulièrement. Puis mon autre question, c'était par rapport à l'idée d'avoir du crédit dans les organismes communautaires, là. Parce que les ACF, on donne le programme de fonds d'entraide de Desjardins, puis ça en est une forme, puis moi, je considère quand même souvent que c'est pas notre mission de faire ça, qu'on a une mission de transformation sociale. Alors, je voulais juste, peut-être que tu développes un petit peu sur cette idée. Merci. Sur la propriété étrangère,
disons qu'on irait à l'encontre de ce qu'on a fait dans les 40 dernières années en favorisant le libre-échange, mais je sais pas je sais pas vous, là, mais depuis janvier 2025, je sais pas trop ça veut dire quoi le libre-échange. Donc, certainement, on pourrait, on a le droit de faire ce qu'on veut avec notre marché immobilier. Là. Donc, on pourrait absolument sortir les investisseurs étrangers. Ça pose peut-être un défi si on n'a pas tout à fait la capacité d'investissement local pour les remplacer, mais c'est pas évident que c'est le cas. Donc, oui, c'est certainement quelque chose qui est faisable. Je sais pas si c'est assez pour, disons, avoir un effet majeur. J'aurais l'impression que ça doit dépendre d'un marché immobilier à un autre. J'ai l'impression que ça a plus d'effet à Toronto qu'à Trois-Rivières, mettons. Mais c'est certainement quelque chose. C'est certainement un outil qui pourrait exister. Mais je suis pas sûr que... Disons, c'est bien de se prémunir de la spéculation des étrangers, mais il ne faut pas non plus se voiler la face sur la spéculation de nos propres investisseurs. Mais certainement possible. Hein. Oui, bien merci pour la question. En fait, pour préciser, c'est plus l'idée que il y a beaucoup de besoins de liquidité à court terme, de petits prêts. Et ça, et moi, donc l'idée globale, c'est de dire, quand il est question d'endettement puis de recours au crédit, je pense qu'il faut mieux encadrer, protéger. Je pense qu'il faut aussi limiter le besoin de s'endetter par, comme on disait, vraiment toutes les politiques de soutien social. Mais c'est quand même une réalité qui demeure, que souvent, on a des besoins de liquidité à court terme. Quand on a une grosse dépense, là, exemple, je sais pas, l'habit de neige de notre enfant qui brise en plein hiver, il faut le remplacer, c'est quand même une grosse dépense. Donc, en ce moment, il n'y a pas vraiment d'option autre que des prêts. Puis là, je parle pour les gens qui n'ont pas accès, disons, à des marges de crédit hypothécaires. Ce qu'on a, c'est des cartes de crédit avec le taux d'intérêt qui est quand même très élevé, des prêts, toutes sortes de prêts alternatifs qui sont toujours à la limite des taux d'intérêt usuraires, puisque l'idée, c'est de dire, est-ce qu'il y aurait une place à prendre dans le secteur qui n'est pas pour le profit? Donc, peut-être plus de l'économie sociale, sans dire que ce serait le rôle des ACEF, mais est-ce que c'est quelque chose à quoi on pourrait réfléchir à d'autres façons de combler ce besoin-là qui est quand même présent, qui se déroule dans la logique, en fait, de l'économie sociale qui est très forte au Québec. Donc, c'était un peu ça, c'était plus dans ce sens-là mon commentaire, de dire comment est-ce qu'on peut, par ailleurs, avoir une offre de crédit qui est plus humaine, finalement, parce que la réalité, c'est que on en a souvent besoin à très court terme et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de réponse adéquate, en fait. Ça va? Merci. Merci, Julia. Il y a d'autres questions? Oh, désolé. Micro ici, s'il vous plaît. Oui. Moi, c'est une question pour Geoffroy. Je me demandais comment vous avez dit que vous aviez participé à l'élaboration du changement en urgence là, du programme PCU. Ma question, c'est comment vous avez établi le montant de 2 000 $. Avez-vous des données là-dessus ou le montant spécifique qu'on donnait aux gens mensuellement était de 2 000 $? Qu'est-ce qui a amené à ce chiffre-là? Et la sous-question qui va avec ça, est-ce que pour vous personnellement ou pour le gouvernement, est-ce que c'était un chiffre qui représentait le revenu viable? C'est plutôt délicat comme type de questions à répondre pour quelqu'un qui travaillait dans la fonction publique et dont les recommandations au ministre sont sous le sceau de la confidentialité. Donc, les recommandations qu'on peut avoir fait à un décideur, une décideur, quand on est dans la fonction publique, demeurent confidentielles, je pense, pour une période de 30 ans ou quelque chose comme ça. Fait que c'est difficile de répondre sur le processus qui a mené à ce choix-là. Mais tu sais, si on y va un peu à une échelle un peu plus large, on constatait que d'autres types d'outils de protection sociale qu'on avait ne seraient pas suffisants.
Et maintenant, qu'est-ce qui a motivé le 2000? Je pense que vous pouvez vous imaginer qu'il y a plusieurs scénarios qui ont été étudiés, puis qu'on a analysé donc la répercussion sur différents groupes de la société, quel serait l'impact aussi sur la consommation, la demande. Tout ça a pu mener ou pas vers un choix, mais qu'est-ce qui était clair, c'est qu'il fallait que ce montant-là soit suffisant pour permettre à la grande majorité des ménages à faible revenu de faire face à cette crise-là. Et semble-t-il que ça a fonctionné pour les gens qui étaient admissibles, hein, parce qu'effectivement, on se rappelle que les laissés pour compte dans cette histoire-là, c'est les personnes prestataires des programmes d'assistance sociale qui ont eu très peu d'aide. Mais pour les autres, ça semble avoir fonctionné. Les analyses démontrent qu'on a même compenser davantage la perte de revenus, et ça a eu un effet positif sur la consommation, mais aussi sur les mesures d'inégalité, puis sur la réduction de la pauvreté. Merci Julia, Antoine, Maude et Geoffroy.